De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant au Focus, un Focus que je dédie ce soir à un grand homme de l'entrepreneuriat guadeloupéen, à savoir Monsieur Alan Nagam. Bonsoir Monsieur Nagam. Bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Alors vous êtes président de la Fédération des très petites entreprises guadeloupéennes et récemment justement vous avez reçu le prix de l'Institut français de la mer qui est décerné donc à une personne qui est reconnue pour son action en faveur de la connaissance, la protection, le développement de la mer et de ses activités marines. Est-ce que ça vous correspond, Monsieur Nagam? Bon, vous savez que j'étais moi-même le premier surpris, parce que vous savez que quand on est à l'outre-mer, on ne s'attend pas à ce que on puisse vous récompenser. Mais c'est vrai que reconnaître quand même l'importance du projet Guadeloupe Éolien Offshore, porté et fait par des Guadeloupéens, bien sûr accompagnés par des techniciens qui connaissent très bien le sujet, ça fait plaisir, effectivement, mais ça fait plaisir surtout pour la Guadeloupe, parce que chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler de la zone exclusive économique de la Guadeloupe, qui est la deuxième puissance maritime de la France après la Réunion, beaucoup de Guadeloupéens même ne savent pas ça, mais surtout que, bon, on a tendance à vous dire, bon, écoutez, contentez-vous du RSA ou alors du transfert sociaux, ne venez pas nous emmerder avec vos projets. N'est-ce pas? Alors, mais reparlez-nous justement de l'importance de cette ZEE. Mais vous savez qu'aujourd'hui, 90 000 km de zone exclusive économique, donc 8 000 km de mangrove. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, si nous voulons parler de développement, comme souvent je parle de moteur de croissance pour remplacer le moteur qu'a été l'industrie de la canne avant, c'est exactement aujourd'hui parler du projet de production d'énergie, de gaz et d'ammoniac, mais pour l'exportation. Ce n'est pas un projet qui est destiné, bien sûr, à la consommation de la Guadeloupe, parce que c'est un projet d'exportation, de production et de développement de métiers comme la scierie, la sidérurgie, construction, effectivement, d'éoliens sur le territoire de la Guadeloupe. Donc, c'est tout cet apport de métiers, de technicité que nous amenons dans le pays à travers un tel projet qui ferait en sorte qu'on pourrait effectivement dire à nos jeunes de se former dans ces orientations-là. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a l'école centrale de Nantes pour l'ingénierie, il y a l'école de la marine marchande, il y a effectivement tout ce qui concerne tout ce que les ingénieurs soudeurs marins, il y a un tas de métiers effectivement de la mer que nous puissions faire converger la jeunesse. Et pour l'instant, nous ne disons rien. L'éducation nationale va jouer un grand rôle dans la formation de notre jeunesse, depuis le collège avant le lycée, pour que nos jeunes puissent évoluer. Et vous savez qu'on a pris tendance en Guadeloupe de se taire. Donc, on se tait, on se contente de peu, on se contente de ce qu'on nous donne, on se contente aussi de la croyance des autres. Ce n'est pas les autres qui vont construire la Guadeloupe. Les autres viennent piller la Guadeloupe et, comme je dis, quelque peu voler ce que nous avons dans notre biodiversité. Biodiversité marine, biodiversité végétale. Donc, c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, est-ce que les Guadeloupéens veulent rester encore spectateurs longtemps de leur situation économique ? Est-ce qu'on va se contenter, bien entendu? Et comme je dis, on nous donne à manger chaque fois qu'on a faim. Comme ça, bon, on se t'aime parce que bon, c'est ça qui se fait tous les fins de mois. On vous donne le RSA, la CAF, etc. Comme ça, vous remplissez le ventre avec les cochonneries qu'on vend dans les supermarchés, etc. Mais à quel moment on a pensé effectivement à parler de production dans ce territoire-là pour donner du travail aux jeunes? Donc, comme on vous donne à manger, vous fermez votre bouche, vous attendez, après... Vous faites le rapatriement en Bordeaux, on va faire carnaval, on va faire Pâques, etc. Mais il faut des temps pour que la jeunesse guadeloupéenne réfléchisse et qu'ils se disent, bon, que pouvons-nous faire d'un si beau pays, d'un pays si riche? La Guadeloupe est un des départements les plus riches des départements français. Mais encore faut-il voir cette richesse, Monsieur Nagam. Mais cette richesse-là, on peut la comprendre si l'éducation nationale faisait bien son travail. On aurait compris la richesse de la biodiversité végétale de la Guadeloupe, la biodiversité marine. Imaginez-vous qu'il n'y a pas très longtemps que l'éducation nationale parle des métiers de la mer. C'est malheureux. Et, effectivement, on a enterré les Guadeloupéens dans leurs conditions. On nous a donné la vie facile à travers les transferts sociaux.
le fonctionnariat, acheter de belles voitures, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qui nous arrive? On est tellement en difficulté que beaucoup de familles sont en train de vendre leur terrain à vil prix pour essayer de tenter de vivre et de payer quelque peu les études ou etc. des enfants. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, les enfants ne veulent pas revenir. Mais quelles conditions que nous avons créées pour que nos enfants puissent prendre la relève et venir en Guadeloupe et travailler en Guadeloupe? Ça existe. Et c'est ça, c'est le combat que je me donne, hein. Aujourd'hui, c'est faire découvrir le potentiel de la Guadeloupe à la jeunesse guadeloupéenne. Donc ça, c'est plus que jamais. Je reçois beaucoup de jeunes aujourd'hui, de jeunes diplômés. J'ai reçu un jeune bac plus 5. Il a un temps partiel dans les caisses d'un supermarché. Alors que le gars, comme il me dit, bon, j'ai envie de repartir, parce qu'il dit non, pas qu'à repartir, ou professionnel, tu connais un métier, tu restes ici. Moi, je vous accompagnerai pour pouvoir développer, et c'est à vous de faire, parce que c'est vous qui êtes diplômé pour le faire. On accompagnera, on ira chercher les financements, etc., pour que vous puissiez exister. Aujourd'hui, c'est le combat qu'il faut mener. Mener un combat pour que la jeunesse guadeloupéenne existe en Guadeloupe et ne pas faire effectivement en catimini des grands projets qui se font autour d'un certain nombre d'entreprises de l'État, avec d'autres qui crèvent des entreprises qui n'ont plus leur place en Europe, mais qui ont fait de l'outre-mer leur garde-manger et qui font. Donc là, ça se fait en silence, en complicité avec d'autres et au détriment de la population guadeloupéenne. Eh bien, à un moment donné, il faut qu'on dise assez. Il faut qu'on dise que nous aussi, on a le droit de vivre avec le potentiel énergétique de notre territoire. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, M. Nanga? Il n'est jamais trop tard pour se réveiller. De toute façon, une chose est sûre, ceux qui le font, ils adorent le silence. Et on a un proverbe qui dit, c'est un désordre qu'à mettons l'autre. Le jour où on fera savoir que nous savons, que nous avons l'intention de faire, vous allez voir que c'est ensemble qu'on va composer. Et dorénavant, ils composeront avec nous. Mais ils vont plus faire en catimini comme ils le font aujourd'hui. Que ce soit dans la mobilité, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans les véhicules électriques de demain. Donc vous voulez un peu changer le rapport, aller sur un rapport plus équitable, plus respectueux entre les deux parties? Exactement. Et chaque fois qu'on pense que nous avons des jeunes Guadeloupéens diplômés qui ont fait des études, que nous avons une université des Antilles, dans lequel il y a des jeunes chercheurs, il y a des jeunes qui travaillent, il y a des jeunes qui sont bardés de diplômes, qui ont leur place dans tous ces travaux, dans tous ces projets que nous mettons en place. Il faut effectivement que cette considération-là arrive. Il faut aussi que nos élus ouvrent leurs yeux. Parce que nos élus, on a l'impression que beaucoup de choses se font. Comme souvent, on leur dit, mais ne vous inquiétez pas, là, on va créer des emplois. Mais c'est à la fin qu'ils se rendent compte que rien n'est fait. Donc, plus que jamais, je pense qu'il y a une belle cohésion entre la population guadeloupéenne, les élus guadeloupéens, pour un nouveau sursaut guadeloupéen et vers une orientation économique de la Guadeloupe plus en adéquation avec sa population. Alors justement, avant d'en venir à l'éolien offshore, je ne peux pas passer outre puisque ça fait partie des commentaires. On a, pas une panne généralisée, mais on a des coupures d'électricité là qui sont en cours sur tout le département. EDF nous parle d'une avarie chez un de ses producteurs qui engendre toutes ces pannes. Est-ce que justement mettre tout dans les mains d'un seul producteur, c'était une bonne idée en termes énergétiques? Et c'est même pas un producteur, EDF c'est un distributeur. Parce qu'il se sert de moteur au fioul pour pouvoir distribuer l'électricité. Et je vous dirais même, aujourd'hui, on a beaucoup critiqué les chlordécones. Est-ce que nous savons que nous avons aujourd'hui une saleté qui traîne dans les caniveaux de la Guadeloupe? Ce sont les batteries, et particulièrement les batteries à lithium. On trouve que les gens jettent ça n'importe où. Ils font du photovoltaïque, mais ils jettent ça n'importe où. Demain, quand on verra plus les cancers, on se dira, mais d'où ça sort? Eh bien oui, aussi ça, quand on exploite ça, les photovoltaïques, on exploite les batteries, le lithium, ça c'est pire que le nucléaire, ça veut dire que ça va nous empoisonner aussi. Donc c'est un appel que je lance à la population, que je lance aux élus. Nous devons effectuer, et quelque part, si nous voulons donner du travail aux jeunes, nous devrions organiser des organisations de petites sociétés pour récupérer ça partout en Guadeloupe et l'emmener chez un ami qui a son truc de déchets, qui collectionne les batteries pour les envoyer à l'extérieur. Bon, je pense que ça, c'est des métiers, c'est des trucs que nous pouvons développer pour occuper nos jeunes, pour gagner de l'argent. Mais attention, faisons attention à ça. Là, on est en train de pourrir la Guadeloupe avec ces batteries qui pullulent ici et qui, effectivement, qui détruisent notre environnement.
Donc on n'a pas vraiment de politique organisée, on n'a toujours pas de filière vertueuse, de cercle vertueux. Mais moi, je l'ai appris, je pense qu'à un moment donné, je dis non, si nous nous intéressons à la qualité de chaque chose, vous savez, certains viennent ici, ils produisent, ils font des éoliens à Sainte-Rose, ils transportent l'électricité dans les batteries à lithium pour les stocker, mais vous savez que quand ça se gaspille, après, qu'est-ce qu'ils font? Ça se traite nulle part. Donc, puisqu'on ne peut pas commencer à se traiter. Ça n'est pas leur problème. Leur problème, c'est de gagner de l'argent. Ce sont des rentiers. Ils viennent gagner de l'argent au détriment de la population guadeloupéenne. Donc, qu'ils soient malades demain, ils s'en foutent. Comme pour le chlordécone. On est à peu près sur le même schéma et on se posera des questions dans 30, 40, oui, 50 ans. Absolument. A priori. Alors, on en vient quand même à votre projet d'éolien offshore, puisqu'on sait que l'éolien terrestre, ça peut poser des problèmes au niveau des habitations. Je sais qu'il y a une installation normalement qui doit avoir le jour sur Petit Canal. Techniquement, il y a une réunion du voisinage pour essayer de contrecarrer l'installation. Est-ce que l'installation en mer serait... Partout en France, on parle de faire sortir l'éolien terrestre de leur territoire. Vous savez que si vous avez une maison à vendre à proximité d'un éolien, personne ne voudra l'acheter. En tout cas, en Europe, c'est ça. L'éolien offshore, on parle de l'éolien en eau profonde, comme en Guadeloupe. À 30 km, bon, c'est-à-dire qu'on les aperçoit peut-être même pas. Et ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que ça n'a aucune coïncidence sur l'environnement. Aucune nuisance, justement, sur l'environnement. Aucune nuisance sur l'environnement. D'autant plus que ce que nous avons vu, c'est les éoliens à ballast. C'est-à-dire qu'ils sont comme le roseau, ils plient, mais ne vont pas. C'est-à-dire que parce que nous avons une période cyclonique forte, effectivement, l'éolien à ballast permet pas de prise de vent cyclonique. Et les éoliens que nous allons utiliser, ils supportent des cyclones de classe 5. Parce qu'ils se ferment, après ils se plient. Donc il n'y a pas de prise de vent dessus. C'est parce que beaucoup de personnes qui aujourd'hui veulent critiquer et veulent médire du projet éolien disent que oui, sur un territoire à cyclone, pas possible, etc. Non, eh bien, les Danois ont inventé effectivement des SPAO, c'est-à-dire ce qu'on appelle ces éoliens SPAO, qui réagissent comme ça. La technicité existe, donc il faudrait que les gens arrêtent effectivement de vouloir critiquer. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas parler du projet en lui-même, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui entendent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, nous savons où nous allons et qu'est-ce que c'est. Et si justement l'Institut français de la mer a considéré le projet, c'est parce qu'ils ont bien compris que c'était un projet qui avait son pesant d'or, qui avait effectivement allait dans le sens du développement et il allait dans le sens de la production industrielle de la France. Parce que Géo, c'est un projet majeur, un projet d'un niveau mondial. Et sur ce projet donc d'éolien offshore, qu'est-ce que ça pourrait rapporter à la Guadeloupe? Déjà en termes de production énergétique, on pourra alimenter une partie de la Guadeloupe. Comment ça se passe? Non, c'est-à-dire que la Guadeloupe ne représente que 5% de la production du projet Géo. Le reste, c'est pour l'exportation. L'exportation vers les États-Unis, vers le Canada. C'est pour ça que les Canadiens s'y intéressent, vers les autres pays. Aujourd'hui, les bateaux... Donc, ce serait basé ici, oui, mais l'énergie serait redistribuée. Les bateaux chinois fonctionnent à l'ammoniac. Quand on a une lecture sur la situation énergétique, on se rend compte qu'on a une production qui peut fonctionner, effectivement, mais c'est un produit qu'on doit commercialiser à l'extérieur. Et c'est ça qui va justement, quand on parle de croissance, de moteur de croissance, ça rapporte de l'argent, justement, et que la collectivité régionale aura des recettes suffisantes, effectivement, pour accompagner les habitants de ce territoire. Donc, ce ne serait pas forcément pour alimenter l'archipel, mais plus pour des retombées économiques. Retombées économiques en termes de métier, et ça, imaginez-vous que le Nord-Grande-Terre, tout ça se passera en Nord-Grande-Terre, et je pense aussi que le port de Basse-Terre pourra trouver de vie, parce qu'effectivement, vous savez bien que les bateaux, il va falloir charger les bateaux à hydrogène pour l'exporter, c'est dans des tubes. Donc, voilà. Et ça, c'est des choses qui peuvent, à partir d'un projet, que vous puissiez avoir effectivement une économie exponentielle qui se développe avec des métiers, avec des gens qui viendront habiter chez nous pour y travailler. Il y aura des sous-traitants. C'est 15 000 emplois de technologie directe, mais sans compter les techniciens qui vont fabriquer les pièces. Donc c'est pour vous dire qu'on sera un territoire attractif à travers effectivement ce projet-là. Non, mais vous ne parlez pas d'un petit parc en fait, on ne parle pas de 2-3 éoliennes en fait. Non. Là on parle sur un parc éolien comme ça existe de par le monde, comme ça existe dans le nord de l'Europe. Combien d'unités à peu près? Ça à partir de 1000. Ah d'accord. Oui, et on a l'espace. Quand vous avez 90 000 km²
des zones exclusives. Et si vous en utilisez que 10 000 ou 9 000, vous n'avez pas, vous voyez un peu. Et ça ne gêne pas la zone maritime, c'est-à-dire que la circulation des grands navires. Donc, tout est calculé maintenant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons fait la pré-étude de faisabilité. Nous savons combien ça coûte aujourd'hui simplement. Et nous avons des majors qui s'y intéressent parce que, plus que jamais, ils ont besoin effectivement de venir, mais à condition qu'effectivement que nous faisons les mesures préalables pour qu'ils puissent les permettre effectivement de venir. Parce que vous savez, personne ne veut venir avant les appels d'offres parce que tout le monde veut concourir aux appels d'offres. Donc un projet, on imagine, énorme, d'envergure, donc qui va appeler de gros financements. Combien à peu près? C'est beaucoup. Je pense qu'on parle en centaines de millions. Oui, on parle en centaines de millions. C'est beaucoup. Mais c'est effectivement des investissements. De toute façon, vous savez, c'est des investissements qui se font de par le monde. Hein. C'est pas une nouveauté. C'est des fonds internationaux. C'est pas une nouveauté. Et les grands majors qui le font savent, quand ils viennent avec leurs investisseurs. Ils viennent effectivement développer un sujet. Ils viennent effectivement, c'est ça. Donc, nous savons de quoi nous parlons. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Donc, effectivement, un moment il faut qu'on arrête de dire que la Guadeloupe trop petit pour tel bitin. La Guadeloupe pas petit. La Guadeloupe a son potentiel. C'est le potentiel de la Guadeloupe qui est riche. Donc, utilisons le potentiel de la Guadeloupe pour faire vivre les Guadeloupéens. Très bien. Un projet qui pourrait en tout cas, au départ, je pensais que c'était un rêve, mais au fur et à mesure des discussions, et quand vous savez que, comme on parle par exemple des difficultés de la pêche, et l'association, effectivement, créer des DCP groupés pour nos marins pêcheurs, pour faciliter la pêche, plutôt qu'ils prennent courant, tigre, etc., on peut aussi très facilement, sur les bases, créer des DCP groupés pour permettre effectivement le développement de la pêche. D'accord, donc améliorer la pêche, ça peut avoir un double emploi. C'est encore voilà, c'est des perspectives sur l'environnement, parce que beaucoup de gens disent, ah oui, parce que vous savez que beaucoup de gens parlent d'écologie, etc., et de protection. Mais comme je dis, si nous protégeons tout le temps, mais de quoi allons-nous vivre? Est-ce qu'on va vivre des subsides que donne le conseil départemental pour les RSA? Est-ce qu'on va être 300 000 RSA et que d'autres, effectivement, vont manger des ramsteaks toute la longueur de journée? Non. Je pense qu'il faut prendre des risques, des risques à prendre. Il n'y a pas de risque, il y a simplement une connaissance de métier et une industrie à développer. Il n'y a pas de risque. Un projet qui pourrait voir le jour quand? Normalement, selon nous, c'est un projet qui va durer à partir des décisions, qui va de 2030 à 2050. 2030-2050? C'est tout proche. On est à deux doigts. Est-ce que le conseil régional est partant? Mais c'est un sujet qui, dorénavant, doit intéresser le conseil régional, puisque c'est un sujet qui, normalement, politiquement, doit être porté par le conseil régional. Parce que ce n'est pas la FTPE qui porte le projet. La FTPE a fait une seule chose. Avec d'autres partenaires, on a construit un consortium caribéen SA pour permettre à des Guadeloupéens d'être des investisseurs à l'intérieur d'un tel projet. Simplement tout ce que nous avons fait. Mais le reste, ça devient effectivement le volet effectivement de celui qui est l'ordonnateur du développement économique. L'ordonnateur économique, c'est le conseil régional. Donc c'est au conseil régional de porter un tel projet. On sait que les énergies, ça va être un des enjeux majeurs des prochaines décennies. Les pays producteurs, finalement, seront les mieux lotis. Vous savez que moi, j'ai des partenaires. Vous savez que je travaille beaucoup en ce moment avec les Canadiens. D'ailleurs, mon premier choix, et je sais que ça emmerde beaucoup, parce que nous sommes sous la création d'une chambre de commerce Canada-Antilles-Guyane. Mais là, on parle de développement et d'investissement. On ne parle pas d'insulaire, d'institutionnel. On parle d'un rassemblement de chefs d'entreprise dans une organisation pour effectivement le développement et l'investissement. Et ça se passera chez nous. Alors, vous savez, on a beaucoup de choses. Est-ce que la filière ne va pas prendre des coups avec la nouvelle législation que la France vient de prendre? Interdiction des ventes de fleurs de CBD qu'on sort. Non, c'est-à-dire que si c'est pour parler de ça, nous sommes tranquilles, nous sommes dans la filière santé, spécialisée drépanocytose, et quand on sait que la drépanocytose nous concerne directement, donc on parle de science, on ne parle pas de cannabis, on parle de cannabiculture, on parle de science. On y viendra justement pour la deuxième partie, justement, consacrée au TPE. On parle d'éolien, on est dans la science, on est dans la science. C'est la science parce qu'on sait que, et Dieu seul sait, j'étais étonné de trouver le nombre de chercheurs guadeloupéens qui puissent exister. On en a une grande quantité, c'est juste qu'on ne valorise pas. Absolument, et qu'on ne leur donne pas l'occasion de se mettre en valeur.
de développer leur connaissance et leur intelligence. Donc l'éolien offshore pourrait être une bonne option, une très bonne option pour la Guadeloupe sur ces prochaines décennies. Les Guadeloupéens peuvent encore miser ou c'est fermé? Non, mais pour l'instant, on n'a même pas commencé. On a créé ça, on a créé la base, mais et la mise commencera dans les jours à venir, parce que je pense que je mettrai aussi le projet scientifique de cannabiculture dans le jeu aussi pour l'investissement guadeloupéen. D'accord. Donc vous faites des petits cadeaux entrepreneuriales en fait aux Guadeloupéens en fait. Mais non. Vous créez des structures que vous mettez un peu à disposition. De toute façon, moi j'ai pas d'argent. J'ai des idées et je développe des projets. Je rencontre des partenaires de par le monde qui effectivement, tout en étant ici, bon, c'est vrai qu'il y a Internet, il y a Facebook, et que par contre, effectivement, mes partenaires canadiens qui ont vent dans le monde, c'est vrai qu'eux, ils ont une visibilité qui est quasiment internationale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je rencontre des partenaires qui sont au Vietnam, qui savent ce que je fais parce que c'est diffusé, parce que je suis félicité. Mais j'étais étonné. Au moment quand je voulais dire, tiens, je vais faire un mail à mes partenaires canadiens pour puissent au moins pour partager avec eux le prix. Je regarde, je constate que avant de m'envoyer le mail, que c'est eux qui diffusent le prix. Vous êtes déjà en retard. Donc c'est ça. Donc non, je pense que c'est cette considération aussi. Moi, je suis étonné de la considération que certaines personnes extérieures m'apportent. Et je sais que, c'est pour vous dire, j'ai été méprisé, critiqué, mal parlé en Guadeloupe. Mais on dit que nul n'est prophète dans ce pays, mais surtout en Guadeloupe. J'ai reçu beaucoup de félicitations, mais il y a aussi beaucoup de Guadeloupéens et chefs d'entreprise qui m'ont critiqué sur le réseau. Mais ça me, je sais que... C'est bon signe, en fait. Je reste... Non, mais moi, je connais qui je suis. Je suis tranquille, avec humilité. Quand je veux, aujourd'hui, là, je ne suis pas du genre à courir à droite et à gauche, à vouloir me faire valoriser par X, Y, Z. Je me contente de mes amis, de mon conseil d'administration à la FTPE, de la FTPE Outre-mer et d'autres connaissances que j'ai, parce que je connais beaucoup de monde aussi. J'ai des amis qui ont été au séminaire avec moi, des amis avec qui j'ai joué au football, avec qui j'ai joué au basket, et qui sont heureux de savoir que un des leurs, effectivement, arrive à parler de choses et qui peuvent intéresser le monde. Donc, ça, je suis satisfait de ça. Je me contente de peu, et particulièrement de ma maman, parce que vous savez que quand ma maman m'a appelé pour me dire il était 8h du matin, et ça veut savoir comment ça me fait. Ça veut dire qu'elle est heureuse d'entendre ça, donc je suis content. Et mes frères et sœurs aussi, mes frères et sœurs sont, de toute façon, c'est mes premiers soutiens. J'ai la chance d'avoir des frères et sœurs. Mon père a été un homme producteur, hein, mais quand même, on a la chance de pouvoir être ensemble. Donc ça me suffit de les réunir de temps en temps, d'être ensemble sans pour cela aller chercher quoi que ce soit chez qui que ce soit. Et vous restez constant, et c'est extrêmement honorable. Mais non, mais moi je sais qui je suis, je n'ai pas besoin d'être plus que d'autres, je n'ai pas besoin de faire aucune démonstration. Mais je sais que venir en face de moi me dire n'importe quoi, beaucoup n'osent pas. Clairement, je le dis haut et fort, clairement. Voilà. C'est ça. Tranquille. Je parle d'ailleurs, j'aurais pu avoir des détracteurs médiatiques, mais j'en ai jamais eu. Et je ne pense pas que j'en aurai. Mais bizarrement. En tout cas, et je suis un homme de débat. Mais c'est révélateur. En tout cas, pour nous, c'est révélateur. C'est pour ça que de toute façon, vous êtes seul en plateau. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient avec Alan Nagam qui a reçu le prix de l'Institut français de la mer pour son projet éolien offshore. Et là, on va parler plus globalement de ses autres projets et de la Fédération des très petites entreprises qui a quand même beaucoup travaillé pendant cette gestion de crise pour rester à flot. A tout de suite. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence d'Alan Nagam, président de la Fédération des très petites entreprises de Guadeloupe. Alors les très petites entreprises, on le disait en plateau tout à l'heure, les très petites entreprises qui ont pris de gros coups pendant la gestion de crise Covid. Est-ce qu'on peut même dire que ce n'est pas elles qui ont dû tout encaisser finalement, M. Nagam? Très clairement, il y a des entreprises en Guadeloupe qui ont bénéficié du système de la période Covid. Ils n'ont jamais gagné autant d'argent. Il y a d'autres, effectivement, qui ont morflé. Et c'était prévisible. De toute façon, on l'a dit, nous, très clairement, on a fait des études avec le président de la FTPE Guyane.
on a bien compris que nous allions perdre 60% des petites entreprises de l'outre-mer. 60%. Oui, c'est 60%. Et là, on le constate que beaucoup de gens d'entreprises ferment sans même faire les déclarations nécessaires. Les gens arrêtent, ils changent d'activité, etc. Et aujourd'hui, on sait que ça ne repart pas. Ça ne repart pas. Pourquoi? Parce que le plan de relance de l'État, les 138 millions qu'ils ont annoncés, nous, on a demandé à ce que ça soit affecté sur le plan de la relance d'activité des entreprises, c'est-à-dire financer leur haut de bilan, permettre aux entreprises de refaire leur trésorerie et de pouvoir relancer leur activité. Ce n'est pas la volonté. Ça n'a pas été fait comme ça. Bon, c'est vrai il y a le fonds de solidarité, il y a le fonds d'urgence, il y a un certain nombre de fonds et d'adaptation. Il y a eu le PGE. Le PGE, bien sûr, c'est l'argent des banques, en fin de compte, qui sont venus au secours de l'État. L'État a fait de la publicité du PGE et c'est les banques qui donnaient. Mais les banques ne donnaient pas à tout le monde. Les banques donnaient... À qui elles veulent donner. Mais non, pas qu'elles veulent. Mais il y a quand même le calcul du remboursement. L'État ne regardait pas effectivement si vous étiez en déficit ou pas déficit. Il regardait est-ce que vous allez pouvoir rembourser le chiffre d'affaires qu'on mettait pour... Parce que dites-vous bien que le PGE, c'était ça. On vous avançait... Ce sont des prêts garantis par l'État. Non, mais on vous avançait le chiffre d'affaires que vous n'avez pas pu réaliser par rapport au Covid. Peut-être si vous êtes ouvert, vous êtes réalisé, vous n'avez pas besoin de PGA. Mais comme vous êtes fermé, il y a dit, bon, comme vous pas fait, il y a avancé au lit. Mais tu rembourses ton propre chiffre d'affaires. C'est ça la vérité du PGE. Rembourser son propre chiffre d'affaires. Mais bien sûr, parce que c'est une avance du chiffre d'affaires non réalisé, garantie par l'État. Et les banques, ça n'a pas été facile parce que les banques ne croyaient pas non plus à cette garantie de l'État parce qu'ils paient l'État eux-mêmes. Donc, c'est pas très bon payeur. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu quelques tergiversations et qu'ils ont accordé aux entreprises. Mais je pense que globalement, les banques ont joué le jeu. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont restées sur le carreau, mais je peux vous garantir que, je ne vais pas citer, mais les banques ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu. Sinon, ça aurait été pire? Sinon, ça a été la catastrophe terrible. Parce qu'ils ont donné... Et bon, s'ils ne pouvaient pas donner 50 000, ils mettaient 20 000, etc. Ils ont joué le jeu. Sinon non, là, personne n'aurait pu résister. Et les entreprises sont déjà, comme nous étions déjà en difficulté. Et si, effectivement, ils avaient regardé cette histoire de dette sociale et fiscale, eh bien, quand on sait que dans l'outre-mer, c'est 53% des petites entreprises de l'outre-mer qui aujourd'hui qui ont la dette sociale et fiscale. C'est pour ça que souvent, vous m'entendez dire qu'il nous faut une nouvelle relation administrative, fiscale et sociale avec l'État. Parce que depuis la décentralisation, c'est la catastrophe. L'endettement des communes est venu par la création, on avait des agents communaux, après on a des agents territoriaux de par les 40% de vie chère qu'on a ajouté aux communes. Eh bien, ça a tué les communes totalement. Donc aujourd'hui, s'il faut non seulement renforcer la trésorerie des communes, si on veut relancer l'économie, et on renforce la trésorerie des communes pour qu'effectivement nous puissions relancer. Bien sûr, ils ont un effort à faire sur le personnel et sur leur manière d'embaucher. C'est sûr. Mais comme c'est eux les pourvoyeurs de marché, vous savez, beaucoup de petites entreprises fonctionnent par le ramassage des déchets. Les petits travaux de trottoir, etc., etc. Donc, c'est vrai que les collectivités qui donnent. Mais c'est une volonté. Malheureusement, vous savez que les choses se font en l'État, mais c'est vrai que les petites entreprises ont morflé. Moi, ça m'a fait beaucoup de peine pour certains, parce que vous savez que quand un chef d'entreprise tombe, c'est sa famille qui tombe. Oui, toute une famille qui tombe. C'est sa famille qui tombe. Et quand vous avez des chefs d'entreprise qui pleurent parce que des fois, ils n'ont pas pu subvenir aux besoins, parce que des fois, on ne voit pas venir le coup. Et ils ont une petite réserve, c'est-à-dire une petite économie qui doivent certainement prendre cette économie-là pour remettre dans le jeu. Des fois, ils réfléchissent, ils disent que non, ils préfèrent le garder pour vivre. Des fois, il y en a qui aujourd'hui sont salariés chez d'autres. Mais pourquoi tout cela? Parce que on ne nous a jamais dit, si nous voulons bénéficier du capital, il fallait créer des sociétés. Il y a trop d'entreprises individuelles en Guadeloupe, trop, enfin dans l'outre-mer, il y a trop. Il faut maintenant aller à développer l'actionnariat, apprendre à travailler ensemble. Juridiquement, comment y rentrer, juridiquement, comment en sortir, sans et créer des grabuges au sein de l'entreprise. Donc arrêtez de créer plein de petites structures pour la même activité. Il faut aujourd'hui se mutualiser, créer des entreprises d'envergure, c'est-à-dire développer l'actionnariat de façon à mieux répondre à l'offre du marché. Et ça, effectivement, il faut que les Guadeloupéens apprennent à faire ça. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce que nous accompagnons aujourd'hui. Travailler ensemble,
pour créer des entreprises en capacité de répondre aux besoins du marché. Donc, Et par plus exemple, que au lieu d'avoir, je sais pas, je crois qu'il y a 5 entreprises au moins qui font des chips locales, qu'elles se regroupent en actionnariat et qu'elles fassent une seule grosse production de chips locales. C'est ce qu'on appelle le rapport au volume et création de chaînes de valeur. Ce qui permet effectivement qu'ils peuvent, à ce moment-là, avec la quantité produite, répondre aux besoins du marché, mais pourquoi pas développer l'exportation. Nous avons très clairement, nous avons présenté aux assises de l'outre-mer place du marché de territoire. Former, production, transformation, packaging, commercialisation, distribution. Et à chaque étape, c'est des emplois qui sont créés. Et ça veut dire que les hommes sont mis en place, chacun à son niveau. Tu sais que tu es bon, tu es commercial, tu développes, tu es distributeur, tu fais un peu d'import-export, et bien tu trouves des marchés. On a un peu dans la Caraïbe, mais aussi, on a des produits, ce qu'on appelle des produits exotiques. Ce qu'on appelle des produits haut de gamme, des produits de forte valeur ajoutée. Nous, quel que soit le prix, aujourd'hui, tout ce bitin qui est bon et qui est rare, il est cher. C'est à nous de calibrer notre commercialisation. Dire que je prends souvent cet exemple, je prends les litchis de Réunionnais. Les litchis de Réunionnais, c'est de décembre à janvier. Toute l'année, ils s'occupent de leur litchi, mais ils le vendent de décembre à janvier. Ils bombardent l'Europe avec ça. Mais ils n'ont pas ni assez pour le vendre. Mais c'est-à-dire qu'ils savent gérer leur saisonnalité. C'est ça que nous devons apprendre à faire. Il y a une chose qu'on avait avant dans cette même Agabi. On avait l'ananas bouteille. Oui. Oh, il fait. Disparaître. Oh, il fait l'ananas bouteille. Alors que l'ananas. C'est MD2. Mais il faut nous courir. L'ananas bouteille de la Guadeloupe se vendait, se mangeait sur toutes les bonnes tables françaises de décembre à janvier pendant l'hiver. C'est un plaisir pour les cuisiniers de faire des présentations, des décorations, soumettre sur les tables, on faisait des machins. On a laissé ça tomber. Tout ça, nous dit bon, nous fouillons en bois pour nous prendre les autres. Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est depuis que les subventions européennes existent? On arrête ça et nous allons vivre de subventions. Mais il faut un jour qu'on arrêterait effectivement, qu'on puisse savoir que les subventions, ce n'est pas la mer à boire. Les subventions, ça dure un temps et ça ne dure pas tout le temps. La preuve, il suffit de regarder le festival Terre de Blues de Marie-Galante. Quand l'Europe a dit stop, il a fallu trouver le secours du département de la région pour compenser. Mais parce qu'on a toujours créé, mais on n'a jamais pensé à la pérennisation du développement. Est-ce que ce n'est pas un problème de façon récurrente, qu'on ne pense jamais à la pérennisation? Gros financement au départ, gros lancement. Comme on a le financement, on y va, mais aujourd'hui, je pense qu'on aurait dû former des jeunes, effectivement, pour des gens en ingénierie, son, musique, etc. Je ne sais pas trop dans le domaine. On devait aussi, donc, de manière à voir comment que le festival devienne autonome et pérenne. Même s'il aurait bénéficié. On n'a rien qui devient autonome et pérenne. Il n'y a rien qui se rentabilise. Même s'il aurait, par exemple, eu le support, effectivement. Mais on aurait dû rendre pérenne cette activité. Puisque c'est Terre de Blues, Marie-Galante sans Terre de Blues n'est plus Marie-Galante. Donc, c'est vraiment des outils comme ça qu'on aurait dû prévoir à cette époque-là, et pendant toutes les premières années, à pérenniser cette activité-là. Malheureusement, si le département dit non, la région dit non, c'est bon. On voit qu'effectivement... Nous sommes en logique de subvention. Donc, pas de bénéfice, pas d'intérêt de ceci ou de cela. C'est vrai. Mais il faut que nous réfléchissions à ça. C'est-à-dire que quand nous créons une activité, nous devons réfléchir à son calcul de seuil de rentabilité et de développement. Et ça, effectivement, c'est une nouvelle démarche que nous devrions apprendre à faire et ne pas dire que les subventions vont arriver, l'Europe va donner, et le FEDER, etc. Oui, il y a ça, mais d'abord, regardez bien, c'est d'abord, on vous dit d'avancer les fonds. Certaines personnes qui ont les fonds nécessaires ou qui ont la bonne relation bancaire bénéficient de l'avance des fonds. Ils font leur truc, après quand les fonds fédéraux arrivent, ils remboursent l'apport bancaire. Mais je pense que ça aussi, nous devons réfléchir aussi, pendant qu'on passe au développement de l'actionnariat, on doit réfléchir aussi à un système pour effectivement, pour que les entreprises qui sont en capacité de consommer les fonds, parce que regardez bien, les fonds européens sont consommés par le public, les projets publics. Très peu d'entreprises effectivement bénéficient des fonds européens. Très peu d'entreprises. Il faut le bon accompagnement, il faut remplir le dossier de la bonne façon. Absolument, mais nous, on a réussi depuis 2 ans à avoir réuni les experts en compétences pour le faire. Il y en a. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les projets.
Il n'y a pas encore les projets. Voilà, capable, parce que pour l'instant, c'est des petits projets à 50 000 euros, 100 000 euros, etc. Moi, quand j'ai été reçu par la BPI, la Banque européenne d'investissement, d'ailleurs, en octobre 2018, eh bien, justement, ils nous disaient que nous, on peut accompagner ça à hauteur de 120 millions. 120 millions. Mais, donc, on a des trop petits projets. Mais trop petits projets. Donc, pour intéresser la Banque européenne d'investissement. Donc, mais tout cela, c'est des réunions, c'est des discussions. Et c'est qui nous permet effectivement de nous comprendre et de créer des outils, parce qu'aujourd'hui, moi je dis, bon, on a, et je le répète encore, le docteur Joseph l'a dit souvent, nous avons biodiversité végétale qui est riche, c'est 3700 entreprises. Mais qui t'en nous a fait yo? Qui t'en nous a fait yo? Maintenant, il ne s'agit pas de dire des palais, maintenant c'est qui t'en nous a fait yo? Qui méthodologie nous mettre en place pour nous faire yo? Parce que c'est ça qui bâtit mon nous travail puis est un pays là. Qui t'en nous a fait yo? Et vous dites qu'avec ce genre d'entrepreneuriat et ce type d'entreprise, qui serait plus local, plus basé justement sur nos ressources, face à des crises mondiales, on pourrait mieux les aborder. Mais bien sûr, et vous savez que moi je lis René Santenac, qui est un Guadeloupéen, qui a quand même prévu la crise du subprime. Et quand même, et c'est cette valeur-là qu'il faut donner aux jeunes Guadeloupéens qui travaillent. Et moi, il faut que nous apprenions à regarder le travail des sachants que nous avons chez nous. Aujourd'hui, nous avons la compétence, effectivement, pour réfléchir à un développement. Mon rêve, effectivement, à une certaine période, d'ailleurs, c'était de créer une banque TPE. On a le projet de banque TPE. On l'a fait, il a été fait, et d'ailleurs, il y a des Guadeloupéens qui ont l'analyse financière pour ça, mais que j'ai remis d'ailleurs à la collectivité régionale. Parce que je pensais à ça, parce que là, il ne s'agit pas au manque. Il faut un fonds d'accompagnement et d'investissement dans ce pays. Nous n'en avons pas. Donc, et sans ça, on ne peut pas parler de développement. Donc, c'est ça qui Donc, un fonds d'investissement, c'est parmi les priorités. Non, mais là, ça, j'y parle, c'était ça. C'était un fonds d'investissement pour accompagner la création de projets d'envergure. Il faut ça, parce qu'il faut accompagner leur bilan. Il faut pas participer au capital des entreprises pour lui donner de la force et du ballon. Mais ça manque aujourd'hui. Bon, il faut que nous le retrouvions. Il faut qu'on nous accompagnions la collectivité régionale dans la réflexion pour arriver à ça. Malheureusement, là, ça, j'y parle, c'était Martinique et Guadeloupe. La Guyane n'était pas dedans. Maintenant, il faut que nous puissions. Martinique a créé Martinique Financement. Maintenant, nous devrions créer Guadeloupe Financement ou autre chose. Mais nous devons retrouver ce volet de fonds d'investissement en capacité d'accompagner la création d'entreprises d'envergure et de participer au capital des entreprises-là pour faire en sorte qu'ils aient suffisamment les reins solides pour ne pas souffrir pendant longtemps. Est-ce que vous pensez que l'orage est passé sur la gestion de crise? Est-ce que les TPE sentent qu'elles pourront respirer sans mesures restrictives? Je le dis, nous allons vers la faillite économique. D'accord. 2022, c'est la faillite économique. Aujourd'hui, si nous continuons à rester en se contentant des saisons touristiques, et qui en enrichissent certains, mais pas tout le monde. Voilà, saison touristique. Après, nous qui passons en grandes vacances, etc., nous morts. Aujourd'hui, oui, je suis pour l'industrie touriste, du tourisme. Pas touristique, encore saison touristique, c'est passé. Maintenant, il nous faut l'industrie du tourisme, comme on peut le constater à Baobab ou à Trinidad, ou comme on peut le constater à Saint-Kitts, etc. On a des exemples. On peut suivre les exemples caribéens, mais pas forcément suivre les exemples français. Après l'hiver, vous voyez tous les Chinoises, les Chinois, les Japonais débarquer pour faire la photo de la Tour Eiffel. C'est un grand pays, et la métropole. Nous, qu'est-ce qu'on a avant? On y plage même bien Saint-Domingue, alors qu'on a une culture, on a une richesse montagneuse. À quel moment qu'on met ça en valeur? Moi, l'avenir économique et touristique de la Guadeloupe, c'est le Nord-Basse-Terre. Quand vous savez la route des saveurs qu'on représente, vieux habitants bouillantes, café Cholette, etc., tout ça, à quel moment qu'on vend ça? À quel moment qu'on vend ça? À quel moment qu'on crée une industrie où on réfléchit tourisme de janvier à décembre? C'est ça. Là, on se glorifie des bateaux de croisière qui viennent faire en port de base, alors qu'ils vont faire escale chez les autres. Moi, j'ai vu des bateaux de croisière à Saint-Kitts en plein mois d'août. En plein mois d'août. Et c'est Bouga qui a vu Neti Makakayo, qui a fait photo, en plein mois d'août. Ça veut dire qu'eux, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas.
C'est pourquoi. Qu'est-ce qui nous manque pour faire ce modèle? Donc vous dites, quitte à faire un business du tourisme, autant le faire bien, autant le faire toute l'année pour garantir des revenus pour les chefs d'entreprise. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte. Et en plus, nous n'avons pas d'hôtel en Guadeloupe. Nous n'avons, je sais pas, on a 2-3 petits établissements. Mais quand vous regardez, il y a Hyatt, Marriott, Pearl Harbor, Kissichan Hill, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un autre encore. On n'est clairement pas compétitif au niveau. Mais là on parle de 5 étoiles. Ben nous, on n'en a que 2, je crois. Non, pas tout à fait. Je crois qu'on en a un peut-être. C'est pas tout à fait des 5 étoiles, a priori. Je le dis sincèrement, nous n'avons demi. Non, mais mon rêve, je dis une chose. On ne peut pas parler si on parle d'hôtel 5 étoiles, nous devons parler aussi de production agricole adaptée. Parce que si nous n'avons pas de production de terroir, on ne peut pas, parce que qu'est-ce qui se passe dans un État? Il faut pouvoir aller chercher les carottes, les navets, les ceci, cela, pour préparer la gastronomie du jour. On ne peut pas encore faire ça. Donc, quelle est la qualité de notre gastronomie? Est-ce que c'est ça qu'on fait de l'importation pour faire ça? Mais non, à un moment donné, il faut que nous puissions réfléchir à un développement global. On dit, bon voilà, nous passons dans un niveau d'hôtellerie, nous passons dans un niveau gastronomique et nous avons la compétence pour le faire. Donc à ce moment-là, nous arrivons. On peut, par exemple, aujourd'hui, on est en train de rêver à la production de volaille. Mais si on fait de la production de volaille, ce n'est pas pour nous vendre ici pieds. C'est pour nous transformer. Et c'est aussi pour nous faire plat cuisiner avec la gastronomie créole qu'on connaît. Plutôt que nous acheter un poulet au machin, au bain-marie, etc., ben nous pouvons vendre poulet au Colombo, nous pouvons vendre poulet et lentilles. On va faire nos plats cuisinés à nous, qu'on peut commettre. Ça, on peut surgeler, commercialiser. Surgeler, commercialiser comme les autres font. Pourquoi trouver que du curry alors qu'on peut avoir effectivement Colombo? Qu'est-ce qui nous empêche de faire, par exemple, de faire des cuisses de poulet congelées ici? Qu'est-ce qui nous empêche de faire du blanc de poulet ici, alors que nous pouvons effectivement, avec le climat que nous avons, nous pouvons sortir des poulets de qualité? Mais qu'est-ce qui nous empêche alors, M. Nagam? Mais c'est la volonté des hommes. Et c'est la volonté des hommes, parce qu'effectivement, on nous laisse croire que, 90% de notre consommation, mais qui est plus facile à faire au monde, dans tout pays, d'ailleurs, ça se prouve aujourd'hui en Haïti, qui est plus facile à faire, c'est l'élevage de volailles et le développement des arbres. Toute industrie qui fait qu'avant, ils ont commencé à faire bœuf, ils ont dit, pour payer le développement bovin là, ils ont fait volaille. Et nous, ici, nous avons fait ça en habitant, nous avons fait des petits constats, etc. Et ensuite, quoi. Et voilà, moi, c'est regrettable. Je vois, par exemple, qu'on a voulu faire l'usine centrale dans nos grandes terres. Oui. C'est une bonne idée. Mais est-ce que ça va aboutir, ça? Mais attends, mais ils ont signé une convention et machin de France, et légumes de France. Mais quand tu signes avec les légumes de France, qu'est-ce qu'il va te donner? Il va te donner le surplus de production qu'il a chez lui en France. C'est de ça pour lui. C'est de ça qu'on a besoin. On peut pas, avant de faire ça, former réunir nos jeunes agriculteurs. Mais on parle depuis des années d'une grosse unité d'agro-transformation. Il devait voir le jour normalement au Vélotrom. Après, c'était au niveau des abîmes. Non. Quand on parle de... C'est vrai qu'on a voulu créer le marché d'intérêt régional. Moi, j'en ai connu à Partenay, à côté de Poitiers. C'est quelque part, c'est à la criée. Hein. On emmène ça, donc tu achètes ça par palette, 2 palettes, tu mets ton prix, etc. On n'a pas de production pour ça. Après, ils ont changé le nom parce que c'était normal de changer le nom. Aujourd'hui, c'est pas. Aujourd'hui, il s'agit d'organiser nos agriculteurs. Moi, je le dis, je le répète, on a créé des outils en 2004. Les IGUA. Les IGUA qui n'ont pas fonctionné. Ça a été les fossoyeurs de l'économie agricole de la Guadeloupe. Parce que les agriculteurs ne sont pas contents. Les fossoyeurs. Mais oui, mais Iguavi, c'est le premier importateur de Caucase. Il était fait pour te développer l'élevage, mais à présent, il est le premier importateur de Caucase. Est-ce qu'effectivement, nous t'es créé pour ça, pour t'importer, ou bien nous t'es créé pour te développer? Mais à chaque fois, on a entendu parler de problèmes sur la production locale, comme quoi elle ne rentre pas dans les normes, elle ne rentre pas dans les standards. Mais il faut savoir que c'est dans le cadre de la loi sur la différenciation. Une des premières choses qu'on avait demandé après l'adaptation fiscale, c'était l'adaptation des normes. Nous devons effectivement faire reconnaître à l'Europe
ce que nous avons chez nous. Parce que nous sommes Européens, oui ou non? Eh bien, pourquoi les calibrages guadeloupéens ne rentrent pas dans les normes européennes? Voilà, eh bien, mettez-nous aussi dans les normes européennes pour qu'on puisse effectivement vendre ça. Mais si nous voulons ça à part, on est toujours... Moi, et c'est une des raisons pour lesquelles, et je le dis, je n'ai jamais compris que venait chercher le ministère de l'Outre-mer dans la relation des régions ultrapériphériques avec la Commission européenne. On est région ultrapériphérique comme Canaries et Madère. Canaries et Madère ne passent pas par l'Espagne pour faire leur affaire. Ils ont une relation directe pour développer la preuve. Ils se développent. Nous, il faut créer l'ODEADOM au ministère de l'Outre-mer. Il faut effectivement nous représenter par Eurodom. Eurodom, c'est une association, loi 1901, qui appartient au groupe GBH. Oui. Le groupe GBH défend ses affaires, mais est-ce que le groupe GBH, qui a tellement d'affaires à faire, a le temps on m'a dit que justement la problématique, c'était qu'il défendait quasiment exclusivement les dossiers des gros entrepreneurs, des grosses structures. Mais oui, mais et nous, les métiers de service et les métiers du petit commerce, eh bien c'est ça. Donc en fin de compte, il y a une partie du développement, alors que nous sommes les premiers employeurs et nous sommes oubliés. Donc à mon avis, à un moment donné, il faut penser à représenter. Et d'ailleurs, je le dis aujourd'hui, j'ai écrit au président Letchimy, qui est aujourd'hui président des régions ultrapériphériques chez nous. Je lui ai demandé que nous puissions effectivement réfléchir à créer la représentativité des TPE Outre-mer au devant de la Commission européenne. Parce qu'on a des choses à dire, c'est pas bien entendu, c'est pas comme on dit, les représentants de Rodom. Comme une association de 1900 représente des institutions de l'État chez nous. Ils représentent la Chambre de commerce, ils représentent la Chambre d'agriculture, sauf la Chambre des métiers. Pourquoi ils n'ont pas représenté la Chambre des métiers? Parce que là, c'est des rebuts qu'il a. Eh bien, non, ce n'est pas difficile à comprendre. Simplement, c'est que ça a été construit comme ça. Et ça a été construit parce qu'aussi, donc je dis qu'on avait un président de région qui est tellement intellectuel qu'il préfère fréquenter un certain nombre de personnes que d'autres personnes. Et ça a conduit à ça. Ça a conduit à ce qu'on n'a pas vu. Ça a de grosses répercussions. On n'a pas vu venir le coup. Mais aujourd'hui, on a créé des outils. Tous ces outils-là sont membres de Rodom. Tous les IGOA sont membres. Et malgré ça, il y a pété quand même. Ils auraient dû bénéficier justement de cet apport pour qu'ils puissent exister et développer l'économie. Il y a toutes les IGOA cassées alors qu'il y a membres de Rodom. Et pour ne pas dire, on y papier. De toute façon, le bilan des IGOA, bon... On y papier, mais moi, on y papier, on y signati, on y papier. En cabinet, et j'ai celui de 2019. Il pas vieux. Pas bité, entre-temps, dans tous les cas. Parce qu'on ne pourra pas concrètement, M. Nagam, dire par exemple, souvent on a lancé le débat sur l'alimentation des petits dans les écoles. On se demande pourquoi les productions locales, justement, ne sont pas valorisées dans les écoles. On nous parle de calibrage, de normes européennes, qu'on ne rentre pas dans les circuits. Oui, bien sûr. Et surtout aussi parce que pas de l'argent. Mais justement, l'argent... les communes ont tellement fait... Toutes les caisses des écoles sont endettées. Alors qu'ils achètent à pas cher. Et ils sont endettés quand même. Il y a une vraie réflexion économique à mener dans la relation publique-privée à mener. Il y a une vraie réflexion à mener. OK? Il y a une vraie réflexion. Bon, c'est pour ça qu'il y a des entreprises qui se cassent la gueule, qui sont rachetées par d'autres. Il y a trop de commerce, à mon avis, dans ce manger cochon, d'après moi. Aujourd'hui, il faut poser les choses sur la table. Quelle est la situation des cantines? Quelle est la situation? Qu'est-ce que financièrement qui manque? Comment c'est structuré? Comment l'achat est géré? Etc., pour mettre des choses. Et que voulons-nous donner à manger à nos enfants? Est-ce que c'est pour poisson carré? C'est ça, à un moment donné. On ne sait pas faire de down de poisson. On peut faire des filets de vivano. On peut... Mais si Cap Créole a réussi à faire de l'agro-transformation sur le poisson, ça veut dire qu'on peut le faire. Oui, mais ils ont fait beaucoup de pélagique, mais effectivement. Donc, c'est pas, mais on peut faire de la transformation, mais plus que jamais. Justement, la filière pêche, c'est une des filières encore qui peut nous sauver, à condition, bien sûr, qu'on accompagne nos marins pêcheurs à se structurer, à avoir des capacités de pêche plus importantes, etc. Donc, c'est ça. On parlait d'aller pêcher en haute mer, d'aller sur un plateau auprès de la Guyane. Non, mais il faut, tout ça dans le cadre de la coopération peut se faire, mais à condition il faut que nous ayons des pêcheurs fermés. L'histoire de la pêche chez nous
l'histoire de la pêche fait qu'on a toujours mal considéré ceux qui faisaient des petits métiers. Parce que vous avez pêché, comme vous pas apprendre l'école, ou quand vous avez là, c'est vous avez fait des casiers, après ça, vous avez une pêcheur. On a toujours. Le fait qu'on on n'arrive pas à sortir de ça pour valoriser ces métiers-là. Voilà, comme on a toujours mal considéré ces qualités de ces personnes qui ont fait ces métiers-là, on a toujours. Voilà, donc ça nous empêche de voir le potentiel, alors que c'est le potentiel, un des meilleurs potentiels de production de la Guadeloupe, c'est ça, c'est la pêche. Mais c'est vrai qu'il faut nous arrêter pour un tout petit poisson qui est dans trois roches là. Il y a ça, effectivement. On a assisté aussi à une petite bataille, par exemple, entre les pêcheurs de terre de haut et les pêcheurs de la Guadeloupe continentale sur le lambi. Alors moi, une question que je me pose, que je ne comprends pas, c'est que justement, on a de l'espace maritime qui est disponible à gaspiller. Pourquoi on n'a pas des réserves aquacoles, des unités aquacoles? Vous savez que j'aime les papiers, j'aime les... Le projet qu'a fait l'IFOMER sur la conchiculture, on passe sur l'Omoni, mais l'FTPN, il dactylographié. Nous et si justement, moi, oui, nous n'y parce qu'en point côté, en petit côté, mais nous n'y. Parce qu'effectivement, c'est important de faire la conchiculture, l'élevage du lambi. Enfin, des strombolies. Donc, on peut faire le langouste, on peut tout faire. Mais effectivement... Mais pourquoi on ne le fait pas? Et en plus, on a des refonds. C'est-à-dire que dans les zones où, effectivement... Parce que, vous savez, le lambi, quand il naît, c'est une paillette, donc c'est la nourriture à poisson. Mais il faut trouver la mesure pour pouvoir bien structurer tout ça, pour quand ils ont suffisamment de poids, pour ça, un mois, ils tombent sur le fond. Et là, ils commencent à grossir. Et ils sont préservés à l'abri des prédateurs. Donc, à ce moment-là, on peut réfléchir à tout ça. Mais moi, c'est nos marins pêcheurs qui doivent faire ça, pas d'autres monde qui viennent d'ailleurs, qui disent qu'il faut faire et bien. Non, ils le font. Oui, on doit accompagner nos marins pêcheurs à développer cette production-là et la transformation aussi. Et vous savez, on a une qualité de lambi qui est extraordinaire. Mais c'est ça, monsieur Nagap, on a toujours une qualité supérieure de tout. Un peu du côté, puisque effectivement, moi personnellement, quand moi j'ai une seule qualité lambi. Vous allez go. Non, mais c'est là qui est meilleur. C'est là où pas besoin de faire un coup de bâton pour y cuire. Ah, pas besoin de la molly. Voilà, non, mais quand molly tout seul là. D'accord. Et je le dis, c'est le meilleur lambi. Donc le TP Canyon expert aussi à lambi aussi. Le meilleur lambi que nous avons, c'est le lambi de Vieux-Bourg, Monalo qui remonte à Saint-Rose. C'est-à-dire tout ce qui est dans la zone de mangrove. D'accord. Lambi là, ça. Et puis petit, il rose. Moi, je vais lambi rose parce que qualité, gustativement, il y a un autre goût qui gros lambi blanc là, qui est habitant là. Non. Moi, vous avez 104 kilos de caviar du lambi Guadeloupe, et nous-mêmes, nous pas au courant. Ah ouais, c'est vrai que et nous, ce lambi-là est extraordinaire. Pas besoin d'un coup de roche, pas besoin d'un coup de matos. Voilà, ça a cuit tout ça en 4 minutes. Et c'est vrai que moi, je parle parce que... on sent la passion, hein? Ah oui. On sent la passion, on sent que vous aimez ça. Ah, oui, c'est dommage, puisque l'émission arrive à son terme. J'aurais voulu aborder beaucoup d'autres sujets avec vous, donc je vais relancer une invitation. Et en parlant de pêche, justement, les marins pêcheurs qui alertent justement par rapport aux aides pour la chlordécone, visiblement, il y a quelques petites problématiques dessus. Est-ce que vous avez entendu parler de ça déjà? Moi, j'ai vécu en direct un marin pêcheur. Je le raconte parce que le gars, ils avaient refusé, c'est un pêcheur de bananier, ils avaient refusé effectivement ce truc-là. Mais le gars s'est retrouvé avec sa femme enceinte malade. Il a accepté les 15 000 € qu'on lui donnait. Mais à Dombo, 15 000 € la fine pour beaucoup. Voilà la situation de laquelle on a mis nos marins pêcheurs. Ils n'ont pas pêché, il faut arrêter de pêcher, donc ils ont racheté, là, bon, 15 000 €. Ils ne voulaient pas le prendre, parce qu'ils voulaient continuer à aller faire ce machin. Mais là, madame est malade, madame est enceinte, ils ont accepté 15 000 € là. Et là, regardez, il y a une difficulté. Est-ce que c'est de ça? Donc, nous sommes dans la gestion de la précarité. Toujours. Est-ce que l'État, la DA, les compagnies veulent continuer à pressuriser les Guadeloupéens? Est-ce que c'est un régime colonial? Je ne comprends pas, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, faire de la misère à des travailleurs qui n'ont que ça comme ressource, je trouve effectivement ils ont raison de se révolter s'ils se révoltent.
Il y a même on va dire une généralisation avec la crise Covid, puisque beaucoup d'entrepreneurs finalement étaient accrochés à des subventions au lieu de pouvoir aussi, faire leur activité. Mais c'est ça qu'on leur a vendu. Oui. C'est ça qu'on leur a vendu. On leur a vendu des subventions plutôt qu'à travailler. Comme on vend à notre jeunesse le RSA et la CAF plutôt qu'à travailler. Est-ce que c'est une volonté de l'État? Mais ça, en tout cas, manifestement, ça en a l'air. On veut mettre la population guadeloupéenne au ras des pâquerettes dans la précarité, dans la pauvreté, dans la misère, au profit de notre qualité de personnes qui viennent chez nous, qui ont tout le boulot. Moi, j'ai été déçu. Je suis là, je le dis. Et comment ça fait-il que SFR, pour développer le marché de la fibre optique de la région Guadeloupe, emploie des travailleurs étrangers? À quel moment on a formé des Guadeloupéens? Et j'espère que Orange m'entend, parce que Orange aussi va dans cette direction-là. C'est-à-dire que comme ils ont le marché de la fibre, est-ce qu'ils vont faire venir aussi, plutôt que de former des jeunes Guadeloupéens? Peut-être qu'il y en a des jeunes Guadeloupéens formés en France. Déjà à l'étranger, mais qu'on les rapatrie dans ce cas. Mais il faut les rapatrier pour venir prendre l'emploi. Pourquoi faire venir des travailleurs étrangers et d'un pays européen voisin qui est le Portugal? Je n'ai rien contre, mais peut-être qu'on peut prendre un qui sait bien pour former, justement, pour apprendre le métier à jeunes Guadeloupéens. Voilà ce qui se passe sur le territoire. C'est ce qui se passe sur le territoire. Tout nous glisse un peu entre les doigts, quoi. Absolument. Et on dit, mais c'est l'argent de la région Guadeloupe. Hein. Donc c'est l'argent de la région Guadeloupe. C'est notre argent. Et qui a effectivement alimenté, les gens qui viennent gagner l'argent incident et que. Pas ni rien pour les jeunes Guadeloupéens. Et on va dire, pas ni travail, il faut repartir, il faut aller vivre la misère, il faut voir ça dans le 9-3. La misère des jeunes Guadeloupéens dans le 9-3. C'est désolant. Clairement. Le mot de la fin pour vous, M. Nagam? Je dis à la Guadeloupe d'avoir confiance à la Guadeloupe. La Guadeloupe est riche de son potentiel et je leur dirais beaucoup plus de réfléchir, de se réunir en famille, entre amis, dans leur quartier pour essayer d'élaborer ensemble un projet de développement, un projet d'entreprise qui va leur donner à boire et à manger. Et à cela, nous sommes à leur disposition à la FTPE pour pouvoir les entendre, les écouter et les aider à structurer ces projets-là. Donc c'est ça que je souhaite à la Guadeloupe. Le meilleur, ne jamais baisser les bras, parce que celui qui vous parle, ça lui est arrivé de tomber, d'aller se mettre au soleil et d'attendre pour réfléchir que l'idée vienne avant de pouvoir dire voilà, et je vais faire ça. Ça m'est arrivé, je n'y ai pas honte, et je l'ai fait, et jusqu'à présent d'aujourd'hui, je n'ai jamais été fonctionnaire de ma vie, je n'ai jamais travaillé pour personne, si quand même un peu à la CIMAT une année. Mais en dehors de ça, j'ai toujours été moi, j'ai pas de 40% de vie chère, et j'ai toujours nourri ma famille. Comme quoi, c'est possible. Absolument. Et vous êtes aussi à la tête finalement d'un très gros projet d'éolien offshore. Je rappelle, vous voulez implanter quand même 1000 unités au large des côtes guadeloupéennes. Ça s'appelle un parc. Un parc éolien, donc un vrai parc qui serait internationalement reconnu et qui pourrait générer justement des revenus pour la Guadeloupe. Un projet donc bénéfique, sans compter votre projet sur le cannabis thérapeutique. On n'a pas pu en parler, mais c'est vrai que ça c'est un très gros morceau aussi. La France joue un peu les frileuses autour de ça, mais... On a participé à la conférence. Il y avait une belle conférence au ministère de la Santé le 16 décembre. Et c'était l'euphorie, tout le monde était unanime, mais par contre, on parle de science, on parle de santé. On va parler de fumée-zèbre. On parle de science, on parle de soigner les gens, soigner la douleur. D'accord. Puisque le CBD, c'était principalement pour ça. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Nagam, d'être venu sur ce plateau ce soir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve demain à 19h pour un prochain focus. J'aurai une petite surprise pour vous mercredi. On va démarrer fort pour ce début d'année. Passez une bonne soirée sur Canal 10. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.